Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 266 de Sur la Terre des Hommes. Professeur Roussel, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Bonsoir à tous et à toutes. Bien content de vous retrouver encore cette Ben oui. semaine. Et puis on a pris une semaine de break, une semaine de pause, hein, à cause que j'avais la COVID. Alors non, ça allait vraiment pas bien la semaine dernière. C'était pour moi impossible de me Ça- présenter. si on saute des semaines cet automne, c'est peut-être que ça va être un autre d'entre nous qui va l'avoir pogné, là. Ouais, mais là, je pense que ça se transmet par Messenger, hein, parce que vous avez Mm. remarqué que, ceux qui sont en vidéo, que Jonathan Saint-Prof dit le Pierre n'est pas parmi nous, alors lui-même a été infecté par le virus. Mais il est parmi nous dans le chat, par contre. Oui, oui, il est là. Mm. Let's go. Oui, oui. Voilà. Jonathan Saint-Prof dit le Pierre. Let's go, les gars. Alors, on te salue, mon cher Joe. Mm. Bien hâte de te parler la semaine prochaine. Qui sait. Alors, pour remplacer Jonathan Saint-Prof, eh bien, on a notre Padawan, hein, notre apprenti Padawan, notre chroniqueur suppléant. Olivier, comment vas-tu? Ça va super bien. Merci encore de l'invitation. Ben, ça fait Merci, plaisir. merci de venir. Écoute, c'est le fun que Ouais. tu sois là. Ça fait plaisir, Olivier. Puis, on s'en est parlé cet été, à la fin de l'été. On a communiqué ensemble. Puis, je t'ai invité, si ça te tente d'être là, quand tu peux, quand on enregistre. C'est pas mal tout le temps les mardis soirs. Tu es toujours le bienvenu, mon cher. C'est une blague quand je dis un chroniqueur suppléant. Ben non, je l'ai pas mal pris, inquiète-toi pas. Bon, ben d'accord. Fait que ça va bien? Oui, très content d'être là. Un sujet qui m'intéresse en plus, là, fait que oui, très content. Oui, on avait vraiment hâte de faire ce sujet-là, d'en discuter, parce que c'est un sujet que professeur Roussel a fait à notre concurrent, avec notre concurrent, hein, qui essaie de nous battre, mais ça ne marche pas. Et j'ai nommé ici, bien sûr, Aujourd'hui l'Histoire, qui essaie de détrôner sur la Terre des Hommes, mais ça ne fonctionne pas. Il faut dire aussi, ce n'est pas du recyclage là, qu'on fait ce soir parce qu'il y a beaucoup de Non. matériel qu'on n'a pas pu utiliser, tu sais, puis c'est ça qui est bien, c'est que ça nous permet de l'aborder sous un angle un peu différent puis d'avoir d'autres trucs là, tu sais, qui se... Exactement. Puis, je fais des blagues, mais on invite aussi les auditeurs à écouter Aujourd'hui l'Histoire, puis à peut-être aller écouter cette chronique-là que tu as faite, mon cher. Mais ça ne durera pas 21 minutes. C'est ça qui est beau avec Sur la Terre des Hommes. On peut en parler pendant 3 heures si on veut, mais on va essayer de s'en tenir à notre temps habituel, c'est-à-dire à peu près 60-70 minutes. Alors, voilà. On a Facebook User. On t'inviterait, mon cher ou ma chère, à activer StreamYard dans Facebook qui dit Jonathan Saint-Pierre, oui, Saint-Prof dit le Metalhead. Alors, oui, ça fait référence au passé de métalleux de Joe. Je l'ignorais, celle-là. Ouais. Ah, tu savais pas? Non. Je savais qu'il avait fait de la scène un peu, mais je savais pas. Vraiment, il était vraiment bon. Là. Joe, qui est dans le chat, corrige-moi, mais il était bon, là, comme il était frontman, il était chanteur de ça. Puis, je serais pas capable. Ça prenait une gorge assez forte là, pour le style de chant qu'il faisait en plus. Là, fait que, non, il était très solide. Les chanteurs de métal, là, je leur lève mon chapeau parce que c'est vraiment. Il y en a qui pensent que c'est juste crier, mais non, ce n'est pas juste des cris, c'est vraiment. Faut une technique là, pour être chanteur de métal, là, absolument. Alors, le sujet, on ne l'a pas dit, messieurs, mais le sujet, nous allons parler ce soir des kamikazes. Alors, on va définir ce qu'étaient les kamikazes pendant la Deuxième Guerre mondiale, vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, n'est-ce pas, professeur? Oui, ça apparaît à l'automne 1944, donc la dernière année de la guerre. C'est vraiment la guerre dans le Pacifique. Ouais, ben la guerre dans le Pacifique va se poursuivre jusqu'au 1er septembre 2 septembre, pardon, 1944. Donc, de octobre 1944 jusqu'à septembre 1945, c'est la période où on parle surtout des kamikazes. Parfait. Est-ce que tu peux nous parler, pour commencer, de l'origine des kamikazes? Ça vient de où, les kamikazes? Parce que c'est pas né de 1944, là, cette idée-là là, des kamikazes. Là. Puis même, c'est pas les Japonais qui ont inventé ça en même temps, il me semble. Ben, oui, non, d'abord, puis Olivier, n'hésite pas à sauter dans le train si tu vois une occasion, parce que je sais que tu as donné un cours là-dessus hier, c'est ce que tu disais, donc aussi, ça doit être frais dans ton esprit. Puis relativement frais. Mais la notion de kamikaze, qu'est-ce que ça signifie? Donc, c'est en japonais. Ça vient d'une histoire qui date du 13e siècle, en fait, 1281, si je me souviens bien, où le Japon était sur le point d'être envahi par une flotte. D'ailleurs, Joe nous l'avait dit, je pense, dans l'épisode précédent, il avait introduit déjà le sujet comme ça. C'est une flotte
mongole qui s'apprêtait à envahir le Japon et le Japon n'avait pas les moyens de se défendre contre cette invasion qui s'en venait. Et cette flotte mongole qui s'approche du Japon est soudainement balayée par une tempête. Comme s'il y avait on nous dit que c'est le souffle de Dieu, le vent divin qui sauve le Japon d'une invasion qui est imminente. Et le terme va revenir dans 1944, au moment où les Américains sont en train graduellement de se rapprocher du Japon. Il y a 2 grandes pinces sous les de l'offensive américaine qui se rapprochent du Japon et à partir donc de la fin 1944, début 1945, pour les Japonais, l'invasion américaine est imminente et c'est là où on va utiliser ce terme-là pour désigner les gens les militaires qui vont être appelés, à qui on va demander de donner leur vie, littéralement, pour sauver le Japon de cette invasion-là. Puis on va en parler tantôt, justement, parce que là, on va juste commencer, mais comment étaient choisis ces fameux kamikazes, parce que c'est pas... comment je dirais ça? Il y en a qui ne voulaient pas. on va se le dire, il y en a là, qui ça les enchantait pas vraiment d'aller se faire péter contre un destroyer ou quelque chose comme ça. Là. Dites-vous une chose aussi qui est intéressante dans parce qu'on pense aux kamikazes japonais de la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est un phénomène qui est somme toute extrêmement rare dans l'histoire. C'est pas quelque chose de courant, c'est pas quelque chose qu'on a vu beaucoup depuis. En fait, si on se donne une définition de kamikaze, une définition assez restreinte, assez conservatrice pour la distinguer des autres phénomènes de guerre, c'est que une opération kamikaze ou une opération de ce genre-là doit répondre à 2 critères. Le premier, c'est que le succès de l'opération implique nécessairement la mort de celui qui l'amène. C'est-à-dire, c'est pas juste de dire, tu envoies un soldat en disant, tu as 90% des chances d'y rester. Non, parce qu'il te reste un 10% des chances de t'en sortir. Puis on voit ça souvent dans les films de guerre, là, c'est un petit groupe de commandos qu'on envoie pour une mission suicide. Ouais. Ça n'implique pas nécessairement qu'ils vont mourir. Ça implique que les chances sont élevées qu'ils se fassent tuer, blesser ou capturer. Dans le cas d'une mission kamikaze, c'est que vraiment, si la personne qui mène cette opération-là survit, l'opération est un échec. Donc, il faut vraiment mourir pour être considéré, parce que là, on va faire des promesses dans la culture japonaise. Je ne sais pas si tu peux nous en parler un peu. Je sais que c'est loin dans le pacing, mais ça m'amène directement à cette question-là. Dans la culture japonaise, c'était pas un suicide. Ça, c'est pas un suicide comme nous, occidentaux, le voyons. Là. Ça, c'est trop facile. C'est un sacrifice là, pour l'empereur, pour le Japon, etc. Oui, mais en fait, on va amener des grosses nuances tantôt parce que c'est pas, même dans la culture médiévale du Bushido, du samouraï, cette idée-là, c'est-à-dire qu'on va se sacrifier pour obtenir un gain militaire, n'est pas présente sous cette forme-là. On pourra y venir, mais effectivement, il y a la notion de sacrifice de soi. Elle est très présente dans la culture militaire japonaise. Ça c'est indéniable qu'elle est là. Mais juste pour finir avec ma définition, parce que je t'ai dit, le premier élément pour qu'on soit face à une opération kamikaze, le premier, c'est que ça implique nécessairement la mort de celui qui la conduit. Deuxièmement, c'est que ça ne doit pas être un geste individuel. Et ça, beaucoup d'autres situations militaires où on voit des gens qui vont se sacrifier individuellement, ils vont prendre eux-mêmes la décision de se sacrifier pour sauver leurs camarades de combat, parce qu'ils sentent que la situation est désespérée ou des choses comme ça. Ça, ce n'est pas des kamikazes. Parce qu'un kamikaze, ça se fait dans le cadre d'une opération planifiée, voulue comme celle-là dès le départ et dans une stratégie globale. Ce n'est pas juste une personne, parce qu'on a des cas comme ça même donc dans l'histoire, dans les premières années de la guerre, où certains avions japonais vont se lancer sur des navires américains, mais parce qu'ils sont endommagés, parce que c'est une décision individuelle que le pilote prend sur le coup de le faire. Ce n'est pas un kamikaze à ce moment-là, parce qu'il n'est pas dans le cadre d'une stratégie globale qui mobilise nécessairement ce genre de tactique-là. Donc, une fois que tu as dit ces 2 éléments-là, dans l'histoire, les cas sont extrêmement rares. On pourrait dire le 11 septembre serait un cas de kamikaze. Ça impliquait nécessairement la mort des pirates de l'air, puis c'était dans le cadre d'une stratégie globale. Souvent, les terroristes qui se font sauter avec une ceinture d'explosifs
ça rentrerait aussi là-dedans, dans la mesure où c'est dans une stratégie globale. Mais enlève ça, tu as très, très peu de cas dans l'histoire. Et c'est cette rareté-là qui rend, je veux dire, l'épisode intéressant. Pourquoi, je veux dire, comment on était en arrivé là, puis pourquoi, quelles sont les particularités qui font que la société japonaise ou le gouvernement japonais, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, a eu recours à cette stratégie. Ben justement, l'épisode, c'est surtout pour ça, l'épisode qui s'intitule « Qui étaient les kamikazes ?» et on pourrait dire même que moi, c'est surtout les raisons qu'on en arrive là, parce qu'on parle de combien de soldats, de kamikazes qui vont être envoyés sur la flotte américaine. On parle de centaines, on parle de milliers. 14 000, je pense. À peu près, OK. Mais là, on parle seulement des avions. OK. Ouais. Mais c'est parce qu'en fait, oui, en fait, on pense que 14 000 qui sont morts, mais le compte exact, on ne le connaîtra jamais. Okay. Mais je serais curieux de connaître un truc, Olivier. Tu disais que tu avais un cours là-dessus hier. Toi, comment tu as amené le sujet? Puis c'est quoi les réactions que ça crée quand tu évoques ce sujet-là? Ben c'est ça. Pour mettre en contexte, je suis enseignant. C'est ma première année en tant qu'enseignant et j'ai un contrat en éthique et culture religieuse. Et je donnais un cours avec mes secondaires 5 sur les cas de conscience. Fait que justement, je me suis dit que j'allais aborder les cas de conscience pendant la guerre. Fait que j'ai parlé de la conscription, les déserteurs de conscience, mais aussi des kamikazes. Parce que oui, les premiers pilotes kamikazes, ils étaient sélectionnés. Mais là, plus ça allait, puis plus on arrivait vers le printemps 1945, plus on commençait à manquer de pilotes, où nos pilotes élites étaient décédés, comme c'était le souhait. Fait que là, on commençait à choisir des pilotes de 16-17 ans qui avaient très peu ou pas d'expérience de vol. Fait que justement, j'abordais ça sous l'angle de qu'est-ce que vous auriez fait. Je demandais ça aux élèves, personnellement, comment tu te sentirais, sachant que probablement, tu n'as pas le choix. Si tu ne le fais pas, ta famille peut être déshonorée. Vraiment, les Japonais, c'était très important dans la culture, l'honneur de la famille. Fait que c'est vraiment comme le cas de conscience au niveau des valeurs internes, comment ces pilotes-là pouvaient se sentir. Parce qu'on a souvent tendance à oublier que c'était des humains, là. Il y avait quand même des sentiments et des valeurs. Fait qu'il approchait plus niveau valeur, conflit interne qu'historique, mais ça reste un conflit de valeurs assez important. Et les réactions que tu as obtenues? Les élèves, on dirait qu'ils avaient de la misère à se mettre à leur place en voulant dire « je ne comprends pas justement comment on fait pour en arriver là ». Mais c'est tellement pas dans notre culture que oui, nous autres, c'est comme... c'est ça. Pourquoi ils font ça? C'est une boucherie de faire ça. Là. Oui, et même... Oui. Vas-y. Oui, vas-y, Stéphane. J'allais dire, même dans les autres sociétés de l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, les Russes vont peut-être, à un moment donné, s'approcher de quelque chose qui ressemble à ça, mais ce n'est pas encore le même phénomène. Les Allemands ne recourront pas à ça. Ils vont jouer un petit peu avec l'idée, mais vont très rapidement l'abandonner d'avoir des opérations de ce genre-là. Les Japonais sont les seuls qui arrivent à cette extrémité-là. Est-ce qu'on a des cas kamikazes pendant la guerre du Vietnam? Je lance ça comme ça, c'est pas un commentaire, rien, parce que après ça, je m'en vais vers un commentaire de François Brassard. Est-ce qu'il y en a eu des cas, on s'entend que c'est vraiment pas la même culture, mais du côté Viet Cong pendant la guerre du Vietnam, est-ce qu'il y a eu des cas de kamikazes, justement, de soldats qui s'en vont se faire sauter proche des Américains ou non? C'est pas des kamikazes parce que c'est des décisions individuelles. On raconte, par exemple, ça c'est pendant la guerre du Vietnam, mais la première, c'est celle contre les Français. Pendant le siège de Dien Bien Phu, par exemple, quand les Viet Cong ont lancé leur offensive finale contre les positions françaises, on raconte l'histoire de ce soldat qui se sacrifie en se couchant sur la mitrailleuse pour que ses camarades puissent passer, puis neutraliser la mitrailleuse par son corps. Là. Mais ça ne rentre pas encore dans cette idée de stratégie globale puis à grande échelle qui implique ce genre d'opération-là. C'est toujours des cas de sacrifices personnels là, qui sont faits. Une question de François Brassard, qui est propriétaire de ma maison, vu qu'il est patron depuis les tout débuts de Sur la Terre des Hommes, qui demande « Est-ce que les enfants soldats qui se font sauter sur des tanks ennemis sont considérés comme des kamikazes? » Si ça répond aux deux critères que je disais tantôt, parce que je ne connais pas ce cas-là en particulier ou de cas comme ceux-là, mais... C'est vrai que tu parlais des enfants soldats, on a des cas en Afrique, etc. Là.
Mais c'est-à-dire, si volontairement tu envoies des gens dans une mission qui implique nécessairement leur mort, et visiblement ça a l'air d'être le cas selon la façon dont François décrit ça, et que ça fait partie de ta stratégie, ben là, ça rentrerait effectivement dans ma définition de ce qui est une opération kamikaze. Mais vous voyez qu'on essaie de trouver des exemples, mais là, on creuse loin. Là. Moi, je parlais de la guerre du Vietnam, François, des enfants soldats, je crois. Juste préciser, François, dans le chat, est-ce que tu parles des enfants soldats en Afrique dans les 30-40 dernières années? J'aimerais avoir une précision là-dessus. Mais vous voyez que, comme j'ai dit, on essaie de trouver des comparables. C'est très difficile de comparer ça aux kamikazes japonais de la Deuxième Guerre mondiale. Parlons, Stéphane, si tu le veux bien, de l'instrument de l'instrument premier qui est utilisé pour les kamikazes. Et là, j'ai parlé de l'avion Zéro. Cet avion mythique de la Deuxième Guerre mondiale. Si vous regardez des films sur la Deuxième Guerre mondiale, surtout du côté Pacifique, c'est l'avion qui faisait régner la terreur pendant la guerre du Pacifique. En fait, j'ai envie de l'appeler cet avion-là un des symboles mythiques, un des symboles identitaires par lesquels on identifie le Japon. Tu as toujours des images associées au Japon, le lutteur de sumo, la geisha, le mont Fujiyama, voilà, tu nous le montres. Cet avion-là, là, tu nous montres la version de l'armée de terre parce qu'il est en vert, c'est pour ça qu'on le reconnaît comme ça. Généralement, vous allez le voir, il va être blanc avec des cercles rouges comme ça. Et cet avion-là, donc, qui porte le nom de Mitsubishi Zero Zen, c'est devenu comme, à chaque fois qu'on parle du Japon, j'avais une revue justement quand je me préparais sur le Japon, on voit cet avion-là qui est vraiment comme, pour illustrer c'est quoi le Japon, on utilise cet avion-là. C'est un avion effectivement qui est mythique, mais juste pour se mettre en contexte, c'est que l'aéronavale japonaise, en fait, l'aéronavale, c'est l'aviation qui opère à partir des porte-avions. Et donc, c'est une partie intégrante, dans le cas du Japon, de la marine japonaise au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Le Japon va rentrer dans la Deuxième Guerre mondiale avec une force maritime, en fait, une force navale et aéronavale extrêmement puissante pour l'époque. Je crois qu'il aligne, je pense, au début de la guerre, 16 ou 17 porte-avions, ce qui est quand même pas mal beaucoup selon les standards du début de la guerre. Naturellement, les Américains vont les écraser sous le nombre assez rapidement. Mais c'est quand même une marine et une aviation très puissante. Et un des chocs pour les alliés occidentaux, quand ils vont commencer à affronter les Japonais, donc à partir de la fin de 1941, c'est de tomber sur cet avion-là, qui est un chasseur essentiellement. Et entre autres, mais je vais revenir sur ses qualités dans une seconde, c'est que, mais dans l'esprit encore très raciste de l'époque à l'égard du Japon, on se dit c'est pas possible que les Japonais puissent construire un bon avion, sauf s'ils copient un de nos avions. Mais autrement, ils ne peuvent pas faire des bons avions. Et cet avion-là va décimer l'aviation des Alliés, non seulement l'aéronavale des Alliés, mais même beaucoup d'avions qui sont conçus aussi pour opérer à partir de terre. Il faut savoir que quand vous avez un avion qui opère à partir d'un porte-avions, il a besoin de certaines qualités. Notamment, il faut qu'il soit capable de décoller, qu'il soit capable d'encaisser le choc du décollage qui est fait avec une catapulte. Parce que c'est ça, littéralement. Là. On accroche l'avion après une catapulte, puis on le lance sur le pont du porte-avions. Et quand il atterrit, il faut qu'il soit capable d'encaisser le choc aussi de l'atterrissage, parce que la façon de freiner sur un porte-avions, la façon ultime de freiner, c'est que vous avez un petit crochet en dessous de la queue de l'avion qui va s'accrocher à des câbles qui sont tendus à travers le pont d'atterrissage. On le voit. Ça, je pense que c'est la roue arrière. Je ne pense pas que ce soit le brin d'atterrissage. Okay. Mais c'est un petit crochet qui pend et qui va accrocher donc le câble. Fait que vous imaginez le choc que l'avion doit encaisser encore une fois quand il atterrit. Donc, c'est pas n'importe quel avion qui peut opérer à partir d'un porte-avions. Et cet avion-là, donc, qu'est-ce qui le rend si extraordinaire? C'est que pour rencontrer les paramètres donnés par la marine impériale japonaise pour concevoir l'avion que la marine voulait avoir, les ingénieurs japonais vont faire des sacrifices que les ingénieurs occidentaux n'auraient jamais fait. Le but, c'est d'avoir un avion qui est très rapide, mais aussi un avion qui a une très, très longue portée, un très long rayon d'action, qui est capable de voler très longtemps et qui est capable d'être très manœuvrable aussi. Pour y arriver, ils vont
enlever tout ce qu'ils peuvent sur l'avion. À commencer par le blindage. Le rendre le plus léger possible. Là, parce qu'on dit Exactement. que oui, c'est rapide, etc., mais c'était une boîte de conserve, le côté sécurité, etc. Écoute, vous pouvez comparer ça. Là, si vous voulez avoir la solidité du fuselage là-dessus, prenez-vous une canette de Coke ou de 7-Up, puis vide, puis poussez dessus. C'est à peu près la résistance de cet avion-là dans les endroits les plus sensibles. Le blindage, on oublie ça. Pas de blindage, ça c'est important, pas de réservoir auto-obturant. Ce qu'on entend par c'est quoi un réservoir auto-obturant? C'est que les réservoirs de kérosène ou d'essence sont enduits d'une matière qui, lorsqu'il y a une balle qui traverse le réservoir et qui le perce, donc, cette matière-là, au contact de l'essence qui s'échappe, va se durcir et va boucher le trou. Donc, l'essence arrête de s'échapper. Ça fait des réservoirs plus lourds. Et si tu ne fais pas ça, si tu n'as pas un réservoir auto-obturant, ben, moindre étincelle, l'avion se transforme en torche aérienne. Là, le zéro n'a pas cette protection-là. Son carburateur aussi est allégé au minimum, ce qui fait que quand il est en G négatif, quand il est en piqué, le carburateur s'arrête. Ce qui n'est pas l'idéal pour un moteur. Là, mais avec tout cet allègement-là, l'avion devient tellement maniable que les alliés ne savent pas comment le manœuvrer. Littéralement, ils tournent sur un dissous puis ils se retrouvent dans la queue de l'avion ennemi. Ça va prendre un bout de temps avant qu'on comprenne comment gérer cette menace-là et comment éventuellement pouvoir abattre un zéro. En fait, jusqu'en 1943, cet avion-là est pas mal le maître du ciel dans la guerre du Pacifique. Quand les nouveaux modèles américains vont arriver, ben là, ils vont réussir à reprendre le dessus, mais cet avion-là, donc, c'est l'emblème japonais de la guerre du Pacifique. Et parce qu'ils sont disponibles en grande quantité, ben, ça va devenir aussi parmi les premiers avions qu'on va utiliser comme des kamikazes. Ce n'est pas les seuls, mais ça va devenir pas mal parmi les premiers qu'on va utiliser. Est-ce qu'on a des exemplaires de zéro qu'on a subtilisés du côté américain pour essayer de voir la technologie, pour comprendre comment ça fonctionne, pour essayer du côté américain de copier justement cet avion-là? Oui, il y a un cas, en fait, l'avion existe toujours aujourd'hui, je pense. Il y a un avion qui s'est écrasé dans les îles Aloysiennes. Là, si vous imaginez une carte de l'Alaska, il y a une espèce de queue qui descend dans le Pacifique, c'est ce qu'on appelle l'archipel. Chapelet d'îles, c'est ce qu'on appelle les îles Aloysiennes. Les Japonais vont faire une diversion en 1942 dans cette région-là et 1-0 va s'écraser. En fait, il va tenter un atterrissage d'urgence dans une île qui n'était pas habitée. Et le pilote, pensant qu'il y avait un sol qui était dur, en fait, il va atterrir dans une swamp, littéralement dans une tourbière. Et l'avion va se renverser, il va tuer le pilote. Mais l'avion est à peu près intact au moment où les Américains le retrouvent, si bien qu'ils vont le ramener, ils vont le réparer, puis ils vont le faire voler pour se rendre compte, effectivement, de toutes ces caractéristiques bonnes ou mauvaises de l'avion. Et là, ils vont pouvoir commencer à développer des techniques pour le combat. Il y a un petit détail amusant à propos de cet avion-là. Il tourne mieux à gauche qu'à droite. Oui, en faisant quelques recherches, j'ai vu que personne n'explique le fait qui tourne mieux à droite qu'à gauche, c'est ça? Je pense que oui, je pense à droite qu'à gauche. Il tourne mieux d'un bord que de l'autre, mais personne ne peut expliquer pourquoi. Je ne sais pas si Olivier, tu as déjà trouvé une explication à ça? Tu as entendu parler de quelque chose? Absolument pas. Absolument pas. Non, c'est même que ce fait-là, je l'apprends à l'instant. Fait que... C'est vraiment bizarre. Mais Stéphane, pour en revenir justement aux avions découverts par les Américains, là, tu me diras si je me trompe, mais je pense que dans les débuts de la bataille d'Okinawa, les Américains ont trouvé un avion kamikaze à Okinawa. Est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire un avion spécialement conçu pour les kamikazes. Absolument. Ouais. Puis je pense que même Jay a quelque chose à nous montrer là-dessus parce qu'il faut savoir qu'effectivement, les Japonais, quand on va arriver à ça aux opérations kamikazes, on parle de milliers d'avions. Ils vont même se payer le luxe de développer des avions spécialement conçus pour les opérations kamikazes. Autrement, jusqu'en 1945, jusqu'au printemps 1945, en fait, les avions qu'on utilise, ce sont des avions qui sont des avions qui ont une autre fonction, en fait, qui ne sont pas là pour aller s'écraser sur l'ennemi, mais c'est des bombardiers ou des chasseurs qui ont une autre mission.
Mais à partir de 1945, on a développé des avions spécialement conçus pour ça, notamment celui qu'on a sous les yeux ici, le Oka, qu'on appelle aussi fleur de cerisier. La fleur de cerisier, c'est l'emblème floral du Japon. D'ailleurs, ceux qui peuvent nous voir en vidéo voient qu'il y a le petit dessin d'une fleur de cerisier sur le nez de cet avion-là. En fait, on ne peut même pas dire que c'est un avion, c'est une fusée. Okay? Ouais, c'est-à-dire que c'est une fusée avec un cockpit. Exactement. C'est un missile avec un cockpit. Et l'avion, la façon dont ce machin-là fonctionne, finalement, c'est qu'on l'attache en dessous d'un bombardier, un gros bombardier, un bimoteur, qui va l'amener jusqu'à 30 ou 15 km des cibles qui sont visées. Il va larguer le Oka, qui va, avec des fusées, se diriger tant bien que mal vers les objectifs, vers les navires américains. Il sera très peu utilisé. En fait, je ne suis même pas sûr qu'il ait vraiment été utilisé. C'est un prototype. Je pense qu'il n'a jamais été. Ils n'ont pas eu le temps de l'utiliser. Parce que là, on va parler de d'autres moyens utilisés par les kamikazes que c'est resté dans la boîte à idées. Là. Mais celui-là, je parle sous ton contrôle, Stéphane. Je pense qu'il n'a jamais été utilisé. Dans les derniers jours, je pense, mais Olivier a raison, c'est-à-dire qu'on va en capturer, les Américains à Okinawa vont en capturer plusieurs exemplaires. Il y a beaucoup de photos où on voit donc des soldats américains qui entourent cet avion-là. Les Américains, d'ailleurs, qui vont lui donner un surnom, parce que les Américains donnent un surnom à tous les avions japonais pour faciliter l'identification, si vous voulez. Par exemple, le 0, il va longtemps s'appeler le Zeke, parce que c'était le surnom que les Américains lui avaient donné. Mais lui, on va l'appeler le Baka, l'imbécile ou le fou, si vous préférez. C'est dans l'esprit des Américains de concevoir un machin comme ça, c'est totalement impossible. Mais, petit truc amusant, si tu faisais une recherche aussi sur un avion semblable, les Allemands, quand je vous ai dit tantôt que les Allemands aussi vont s'approcher, vont jouer avec cette idée-là d'avoir l'équivalent des kamikazes, l'avion qu'ils vont développer, ce qui est un Fizzler, je me souviens plus du numéro, mais il ressemble grandement à ça. C'est à peu près la même chose. C'est presque un V1 avec un poste de pilotage. Là, OK. Quand même assez incroyable. Puis là, il y en a d'autres. Un petit peu, là, on avait, avant de commencer à enregistrer, on a sorti quelques-uns. Là. Puis je pense qu'en plus, vous me direz si je me trompe, là, mais je pense qu'il n'y avait pas de mitraillette non plus, parce que c'était du poids inutile, fait qu'on l'enlevait. Puis je pense que dans certains cas, on avait mis une bombe aussi en avant de l'avion, pour justement, quand l'avion s'écrasait, pour qu'il y ait une plus grosse explosion. Exactement. Dans le nez ou dans le ventre de l'avion, justement, on mettait une bonne quantité d'explosifs pour maximiser les dommages, on va dire ça comme ça. Et, avant de parler du Kaiten, mon cher Stéphane, je suis allé voir dans les derniers jours pour préparer l'épisode, justement, comment on préparait ça un kamikaze, justement, tu sais, la formation, parce qu'il y en a que, comme Olivier t'a dit tantôt, là, les meilleurs aviateurs japonais, ils sont morts. C'est pour ça qu'on y va avec les kamikazes. Et puis, ces jeunes kamikazes-là, on parle, comme tu as dit, de jeunes de 17, 18 jusqu'à 40 ans qui, dans le fond, qui veut bien faire la job, on va le prendre. Il était formé pour le démarrage, pour le vol. Il y avait quelques heures pour le démarrage, pour partir pour le vol, mais il n'y avait aucune formation d'atterrissage. Non. Alors, c'était pas utile. Au point où un des avions, pas celui qu'on a vu, mais un autre avion qui va être conçu à toute fin de la guerre, qui va arriver trop tard pour être utilisé, qui est un avion beaucoup plus conventionnel, qui ressemble au 0 qu'on a vu tantôt. Lui, cet avion-là est spécialement conçu pour être un avion kamikaze. Pour l'alléger puis pour lui donner un peu plus de maniabilité, il y a des trains d'atterrissage, on va dire dans ce cas-là, des trains de décollage largables. C'est-à-dire qu'une fois que tu as décollé, tu largues tes trains d'atterrissage. Parce que tu n'es pas censé, de toute façon, atterrir. Non, ça va jusque-là. Je vous invite, c'est rare que vous allez entendre un podcast, dans le fond, un animateur de podcast dire allez écouter un autre podcast, mais est-ce que vous connaissez Nota Bene? Oui. Ouais, le YouTuber. Mais lui, là, écoute, il me fait tellement rire. Puis quand j'ai écouté son vidéo justement sur les kamikazes, là, il parlait justement de ça, pour démarrer, pour voler, mais il n'y avait aucune formation pour atterrir. François Brassard, avant de continuer, les gars, François Brassard qui dit l'Afghanistan, notamment, tantôt quand on parlait des enfants soldats qui se font exploser. Alors, il parlait de l'Afghanistan.
Facebook user qui dit légèrement en retard puisque je viens de coucher mes enfants. Merci d'être là ce soir pour nous. J'adore vous écouter. Eh bien, merci à toi. J'aimerais tellement te nommer par ton nom, mon cher ou ma chère. Alors, juste activer StreamYard dans Facebook pour qu'on puisse te voir. Alors, ça nous fait plaisir d'être là. Stéphane, allons-y maintenant avec ce sous-marin, le Kaiten. Alors qu'il n'est ni plus ni moins qu'une torpille avec des passagers à l'intérieur pour se faire sauter. Oui, parce qu'il faut savoir que les kamikazes, nous, on a souvent cette idée, les kamikazes, c'est les avions qui se lancent sur les navires américains. Mais en fait, l'idée va être reprise. En fait, c'est la marine japonaise qui va, en fait, c'est des amiraux japonais qui vont penser à cette idée d'utiliser les quelques avions qui leur restent pour essayer de les précipiter sur les navires américains. Mais l'idée va faire son chemin et il n'y a pas seulement des avions. On a aussi d'autres moyens qu'on va mettre en œuvre. Là, Jérémy nous en montre un, le Kaiten, qui est comme tu viens de le dire, c'est une torpille avec un pilote. Ouais, exact. Le but, c'est d'aller donc torpiller un navire ennemi avec son pilote à bord. Il y a aussi d'autres méthodes. Une qu'on va utiliser beaucoup, c'est celle, le nom m'échappe actuellement, mais ce sont des canaux. Des petits canaux comme des vedettes. Là. Pas sorti, lui. À haute vitesse, c'est essayer de t'approcher à haute vitesse des navires, puis en espérant donc pouvoir si la coque de ta vedette parvenait à toucher la coque d'un navire américain, ben, l'explosion était suffisante généralement pour couler le navire en question. L'armée de terre va l'utiliser aussi. J'ai pas le nom et j'ai pas l'image, là, mais faites-vous une image, là, c'est une chaloupe, OK? Puis c'est un petit bateau qui fonce vers c'est un petit bateau rapide. C'est ça l'idée, là. C'est vraiment comme, ça ressemble plus à un yacht là, qu'on utilise dans les compétitions, là. Je vais essayer de le trouver pendant que tu continues, Stéphane. Parce qu'il y a d'autres systèmes qui vont être utilisés. L'armée de terre va être plus réticente. Comme je vous l'ai dit, l'armée de terre et la marine japonaise sont deux organisations séparées, en fait, qui se détestent même mutuellement l'un l'autre, sont en compétition constamment l'un l'autre. Mais l'armée de terre va finalement arriver à une conclusion semblable que la marine, surtout quand ils vont voir qu'au début, en tout cas, dans leur esprit, ça a l'air de fonctionner, les kamikazes. Donc, l'armée de terre, à son tour, va commencer à sacrifier ses avions. Mais on va mettre au point d'autres systèmes, par exemple, une arme anti-char, donc qui littéralement, c'est un bâton en bambou qui se termine par une charge explosive. Et le but du soldat qui manie cette arme-là, c'est d'appuyer la charge explosive sur le blindage d'un char ennemi et de la faire exploser. Naturellement, ben, ça implique que la personne qui mène cette opération-là va être déchiquetée en même temps que le char. Et on n'a pas de cas où cet engin-là a réussi. On a des cas où on a tenté de l'utiliser, mais ça n'a jamais fonctionné. Est-ce que tu parles de ça, Stéphane? Ben ça, c'est l'équivalent marin, je pense, de ça. Et c'est toi qui me le fait découvrir, parce qu'avant ce soir, je ne connaissais pas ce truc-là. Le Fukurugi, l'homme grenouille Fukurugi. Oui, exactement. Alors, l'homme grenouille, dans le fond, c'était un scaphandrier japonais qui se tenait surtout dans les ports, parce que tu ne peux pas aller vraiment en profondeur, parce que le scaphandrier tenait une perche à peu près 3 mètres et demi. On le voit sur l'image pour ceux qui sont avec nous en vidéo. Et puis, au bout de cette perche se tenait une mine. Alors, le travail de ce scaphandrier japonais était de faire exploser la mine sous un bateau dans un port, si jamais un bateau américain se rendait dans le port. Alors, vous voyez que les moyens sont tous plus éclatés les uns que les autres. Je vais dire ça comme ça. Alors, cette image-là, là, moi, elle me faisait capoter. Et vous voyez en fait que le développement de toutes ces technologies-là, tous ces moyens-là, témoignent vraiment d'une stratégie organisée. C'est-à-dire, c'est à la grandeur du commandement japonais qu'on a accepté cette stratégie-là puis qu'on la met en œuvre. Ce n'est pas des trucs isolés dont on parle. On parle vraiment de quelque chose de structuré puis d'organisé. Oui, ça a été pensé puis on veut vraiment l'utiliser. J'ai trouvé, les gars, le fameux bateau que tu parlais, Steph. Attendez un instant, là, j'ai beaucoup d'images. Le voici. Ça ressemblait à ça. Ouais. Alors, vous voyez ceux qui sont en vidéo. C'est vraiment un petit bateau. Ça n'a pas l'air très grand, là. On s'entend, ça ressemble vraiment à une chaloupe de 12-14 pieds. Là, mais avec un gros moteur. Avec un gros moteur qui est capable justement de se rendre jusqu'au bateau américain.
Alors, vous voyez à quoi ça ressemble. C'est assez incroyable. Est-ce qu'on a parlé? Oui, on a parlé de la torpille, le Kaiten, hein? Oui, voilà. Et y en avait-tu un autre? Je pense qu'on a pas mal épuisé les moyens kamikazes, voilà. François Brassard qui dit bateau réutilisé dans Star Wars. C'est vrai que ça ressemble vraiment au speeder de Luke Skywalker. C'est vrai que tu as raison, François. Je pense que les gens, les concepteurs de Star Wars avaient une certaine connaissance en histoire militaire parce qu'il y a plein de liens comme ça qu'on peut faire. Comme par exemple les Stormtroopers. Ouais. Les bonhommes blancs, là, les bonhommes en plastique blanc, là, c'est clairement inspiré de ce qu'on appelait les Sturmtruppen de la Première Guerre mondiale. Là. C'est vrai. Avec leur masque à gaz puis avec leur casque, là, c'est vraiment... Ça le casque de Darth Vader, entre autres, qui ressemble vraiment à un casque SS. Ouais. On était rendu aux batailles, Stéphane. Peux-tu nous parler de quelques batailles? Parce que, comme j'ai dit tantôt en début d'épisode, on pourrait en parler pendant 2 heures. Là. Mais principalement, les principales batailles où est-ce que les kamikazes vont être appelés, vont être utilisés. C'est plus un appel rendu là. Quelles sont-elles? Là, on parlait de quasiment 14 000 kamikazes qui vont être appelés sous les drapeaux. En fait, pour comprendre, se mettre un peu dans le contexte, en 1943, les Américains ont entrepris la reconquête du Pacifique. Donc, les Japonais se sont établis dans la plupart des îles du Pacifique et qu'ils essaient de transformer en forteresse. Le but, c'est donc de tenir un ennemi le plus loin possible des rivages du Japon. Les Américains vont commencer, comme je disais tantôt, il y a une double stratégie qui va être mise en œuvre. Entre autres, donc, on va s'emparer des îles Mariannes en juin 1944, donc dans cette avancée à travers le Pacifique. Et un des objectifs, c'est d'avoir une base qui va permettre aux bombardiers à long rayon d'action américains, les B-29 notamment, de pouvoir bombarder directement le Japon. Dans les batailles donc, qui ont lieu à l'été 1944 et au début de l'automne, si on parle des batailles pour les Mariannes, pour l'archipel des Mariannes, puis ensuite pour les Philippines, vont être extrêmement coûteux pour la marine et l'aéronavale japonaise. La bataille des Mariannes, je pense en juin 1944, les Américains ont surnommé ça le tir au pigeon des Mariannes, parce que c'est pour une vingtaine d'avions américains qui sont perdus, qui sont abattus par les Japonais au cours de cette bataille-là. C'est environ 400 avions japonais qui sont détruits. Mais les Américains vont en perdre 80 juste à l'atterrissage sur les porte-avions tellement ils sont épuisés puis tellement on voit que l'atterrissage sur un porte-avions, c'est le moment dangereux. Et bref, l'aéronavale japonaise est décapitée. Olivier le disait tantôt, les meilleurs pilotes disparaissent et ils disparaissent surtout à cette époque-là, donc en 1943-44. La relève vient trop lentement. On n'est pas capable de former des pilotes suffisamment rapidement. Et on en arrive au début de l'automne, en fait, en octobre 1944, au début de ce qu'on appelle la campagne des Philippines. C'est ce qui va mener à la reconquête des îles Philippines par les États-Unis. Il y a un amiral japonais, qui est un amiral qui commande dans l'aéronavale japonaise, qui, lui, arrive à cette conclusion-là que pour arrêter les Américains, compte tenu des ressources de plus en plus faibles que la marine, dont la marine dispose, on va se sacrifier en se lançant sur les navires américains. Et pour montrer qu'il est très sérieux, il va le faire par lui-même. C'est-à-dire qu'il va prêcher par l'exemple, il va embarquer dans un avion, puis il va tenter de s'écraser sur un navire américain. On ne sait pas s'il a réussi ou pas, parce qu'en fait, il y a une confusion sur les dates et tout ça, mais toujours est-il que par son exemple, et très, très rapidement, à l'espace de 2 semaines, l'idée va faire son chemin, malgré des grandes réticences, malgré des débats. Très rapidement, il y a des collègues de cet amiral-là qui arrivent à la conclusion que, on va échanger, dans le fond, le but, c'est on échange un avion contre un bateau. Le rapport me paraît suffisamment bon là, pour dire que ça vaut la peine de le faire. Il y en a beaucoup sûrement tu vas en parler, mais il y a beaucoup d'avions kamikazes qui vont rater leur cible partiellement, qui vont faire un peu de dommages en surface, mais qui ne vont pas. Ça ne veut pas dire qu'un la plupart ne se rendront pas, justement, vu qu'ils n'ont pas de blindage.
Exact. Les destroyers américains, quand tu tires puis tu réussis à percer une aile, ben, l'avion s'écrase dans l'océan. Fait que la plupart, ils n'auront même pas leur cible. Et ils ne sont pas conçus pour combattre non plus. C'est-à-dire, bien souvent, en fait, dans certains cas, on disait, partez, exécutez votre mission, puis si ça donne, transformez-moi en kamikaze. Mais dans d'autres cas, dans la plupart des cas, on leur disait, la seule chose que vous faites, c'est que vous en allez droit sur... Vous ne cherchez pas à combattre, vous cherchez simplement à lancer votre avion sur un navire américain que vous pouvez observer. Est-ce qu'il y a un endroit particulier sur le navire, un navire américain qu'on ciblait, ou bien on essaie d'être le plus haut possible puis de piquer pour aller vers, je sais pas moi, vers le commandement, là, où est-ce qu'on chauffe le bateau, si je peux dire? On peut aller même à ras, mettons, l'océan pour aller vers la coque. Non, on essaie généralement... D'abord, on se dit la cible, le choix, c'est les porte-avions. Si tu es capable de couler un porte-avions, c'est l'idéal. Le score des kamikazes ne sera pas extraordinaire là-dessus. Je pense qu'il y a 3 porte-avions américains, 3 porte-avions légers, ce qu'on appelle des porte-avions d'escorte, des petits porte-avions qui vont effectivement être coulés par des kamikazes pendant la guerre. Mais un porte-avions, quand on regarde l'image, le pont d'un porte-avions américain de la Deuxième Guerre mondiale, il est fait en bois. C'est des grosses poutres, si vous voulez, mais ça demeure du bois. Quand une bombe traverse le pont ou quand même l'avion au complet traverse le pont, à l'intérieur, là, ça devient tout ce qu'il y a de carburant, de munitions est exposé là, à l'explosion. Donc, oui, les porte-avions, on tente de les attaquer comme ça. Les autres navires qui sont beaucoup mieux blindés, on va voir des images tantôt encore que le blindage, surtout sur des cuirassés, est capable d'encaisser des gros chocs. Effectivement, on va essayer de les prendre par où on peut. Là. Ouais, je vais aller chercher cette image-là, ça ne sera pas trop long. Là. Tu peux continuer. Là. Tu me fais penser que je ne l'ai pas sorti. Ou Olivier, aussi, si tu as des idées qui te viennent ou des questions, vas-y, saute dans l'arène. C'est ça, pour faire du pouce sur ce que tu dis, justement, les kamikazes arrivaient tellement à une vitesse élevée que souvent, justement, puis ça se pilotait mal, comme on a dit tantôt, fait qu'ils essayaient juste d'atteindre une cible, peu importe c'était où, ils se sont dit, il faut que je pogne quelque chose. Oui, c'est ça. Puis bien souvent, en fait, la plupart des navires qui vont être atteints, la grande majorité ne seront pas coulés, ils vont être endommagés. Mais la plupart des navires qui sont atteints, c'est des navires de seconde importance. Ce n'est pas des grandes unités là, comme des cuirassés ou des porte-avions. Parce que des cuirassés sont tellement énormes que ça prend bien plus qu'un avion qui va aller s'écraser dedans pour le faire couler. Là. Ça peut l'endommager à court terme, mais tu sais, j'adore cette photo-là. Vraiment, on voit. Celui-là, il était solide. On s'entend qu'il n'a pas réussi. Pour ceux qui sont en audio, en podcast, imaginez un devant de zéro qui s'est écrasé sur une coque en métal. Là, puis il est resté encastré là. Puis il y a des. En tout cas, il y a des. En fait, c'est comme si la marque de l'explosion, on voyait clairement l'avion de face avec le nez. Oui, on dirait une marque fantôme, effectivement, imprimée sur la coque du navire. On dirait quasiment comme que le nez a pénétré, mais qu'il n'y a pas de bombe qui a explosé. Ouais, je ne sais pas s'il y a eu un problème. On voit que ça a perforé, mais c'est comme il ne s'est rien passé d'autre. Là, la résolution n'est pas très bonne, mais on dirait vraiment juste qu'il a poqué le navire. Pour en venir au déroulement des événements, en fait, vois-tu, l'apogée des kamikazes, donc ça commence en octobre 1944, mais vraiment la grande bataille où les Japonais vont lancer vraiment tout ce qu'ils peuvent, c'est la bataille d'Okinawa, qui commence en avril 1945. Et cette bataille-là est importante pour les Japonais. Ils vont lancer tout ce qu'ils ont, même leur plus gros cuirassé va être sacrifié dans cette bataille-là, parce que là, on est rendu au Japon. C'est une petite île, une île relativement petite, disons, mais qui est la première de l'archipel japonais que les Américains atteignent. Et si tu veux, pour eux, là, c'est vraiment que là, l'ennemi est rendu sur le sol national. Cette bataille pour cette petite île qui est... Vous avez sans doute déjà vu une image très célèbre de cette bataille-là, parce qu'elle est passée dans la mythologie américaine. Ce sont ces 5 soldats américains
J'espère que je suis en train de dire des bêtises. Je pense que c'est bien Okinawa. C'est pas Iwo Jima? Iwo Jima, non, je pense que oui, tu as raison. C'est Iwo Jima, je suis en train de confondre les deux. OK, oubliez ce que je viens de dire. Tu couperas ça au montage, Jay. Et donc, la bataille d'Okinawa est très importante parce que là, on est rendu sur le sol japonais et c'est vraiment l'apogée des opérations kamikazes, donc avril, mai, juin 1945. On parle de milliers d'avions qui sont envoyés sur les forces américaines et britanniques parce qu'il y a certains Britanniques qui vont participer à cette bataille-là. Je vais, juste pour vous montrer la taille de l'île d'Iwo Jima, là, regardez, là. Mettons, je vais Iwo Jima, ça c'est Iwo Jima, mais je te parlais d'Okinawa, là, par contre. OK. Okinawa, c'est ça, on mêle souvent les deux. Iwo Jima. De l'île, c'est vraiment rien. Mais oui. Okinawa est plus à l'est encore. Plus à l'ouest, pardon. Plus à l'ouest, nord, sud. C'est ça, vas-tu dans le prolongement de l'archipel japonais? Là. Ouais, là-dedans. Ah, là. Tu l'es là, Okinawa. C'est beaucoup plus gros qu'Iwo Jima. Oui, Iwo Jima, c'est vraiment tout petit. Mais donc, ça veut dire que les Américains sont en train d'arriver là. Oui, bien, parce que justement, quand on parle de la guerre du Pacifique, comme tantôt, si on parle de la chronologie, les Philippines qui ont été reprises par les Américains, on monte vers le nord, puis là, on arrive justement à Okinawa, là, ici. Mais quand je vous disais tantôt, la stratégie américaine dans le Pacifique, c'est 2 grandes branches. Là. Vous avez cette branche-là qui part des Philippines. En fait, c'est la reconquête des Philippines, puis ensuite, on monte à travers, on vise les îles japonaises comme directement plein sud. Et l'autre branche, c'est l'autre bataille avec laquelle je me suis trompé tantôt, c'est Iwo Jima. Ça, c'est plus la branche menée par la marine américaine. Et on dit qu'Iwo Jima devait, mais il y a une controverse là-dessus aujourd'hui, devait servir d'île où les bombardiers américains qui venaient de partir, qui décollaient à partir des îles Mariannes, pouvaient éventuellement s'arrêter s'ils étaient endommagés ou s'il manquait de carburant ou quelque chose comme ça. Mais en fait, il y a une controverse encore aujourd'hui à savoir pourquoi la marine américaine s'est obstinée à prendre cette île-là, qui va faire quelque chose comme 13 000 morts parmi les Américains. 3 000 pour ceux qui se demandent, Iwo Jima, j'ai déjà entendu ça. C'est quoi ça? Je vais vous montrer une image qui est restée célèbre à travers les années. Là, excusez-moi, je suis perdu dans mes affaires. Vous avez tous vu cette image-là sur des timbres ou même dans des bandes dessinées, des cartoons, on la reprend, cette image-là. Là. Tu sais, cette image, justement, Stéphane, tu parlais que les Américains s'entêtaient à la prendre. Mais justement, cette photo-là démontre que après sueur, sang, larmes et tout, on a enfin réussi à aller chercher Iwo Jima, mais à quel prix, à quel point ça valait la peine, mais tu sais, c'est ça, cette photo-là, c'est une des photos les plus populaires de la Deuxième Guerre mondiale. Là. Ouais. Ben, comme tu disais, la Deuxième Guerre mondiale, puis il y en a eu des images prises pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais celle-là, cette bataille d'Iwo Jima, combien de morts? 14 000 morts du côté des Américains? Non, je pense que c'est 3 ou 4 000 pour la marine américaine, pour prendre une île qui est tout petite. Là. C'est à fleur d'eau. Là. Il y a juste une montagne, le mont Suribachi, où est planté ce drapeau-là. Mais c'est vraiment minuscule comme îlot. Je pense que 15 000, 20 000, c'est pour Okinawa, l'île plus grande dont on parlait aussi tantôt, où les kamikazes vont être engagés en très grand nombre. Parfait. Mais voyez-vous, là, on arrive en fait à cette idée de savoir qu'est-ce qui se passe, en fait, comment ça fait que les Japonais vont se lancer là-dedans. Justement, je voulais te demander ça. Là. On était rendu aux motivations, Stéphane. On a parlé un peu justement de ce général, de ce général qui va même donner l'exemple en faisant lui-même de lui un kamikaze. Mais les motivations des pilotes japonais, ça ne doit pas être tous les pilotes qui se disent « Ah oui, moi, let's go, je veux vraiment aller faire ça, me faire sauter sur un porte-avions américain. » Mais ceux qui sont vraiment dedans, là, ceux qui sont motivés, à part, comme on a dit en début d'épisode, la culture japonaise que c'est très important justement pas de se sacrifier. Là, mais du sacrifice de soi. La notion de sacrifice de soi, elle est grande. Et la notion aussi de la mort, le rapport avec la mort, là encore, je m'aventure sur un terrain. C'est pas le même que nous. Le rapport, comme tu dis, le rapport avec la mort, c'est pas la même chose que nous, les occidentaux. Là. Non, parce que aussi, cette idée, par exemple, ce qu'on retrouve surtout dans le code du samouraï, le code du Bushido, c'est la notion de déshonneur. L'idée du suicide, c'est pas tellement de se suicider au combat en voulant détruire l'adversaire que tellement que
lorsque le samouraï est pris en faute, que ce soit parce qu'il s'est mal comporté, qu'il s'est mal battu, qu'il doit encaisser la défaite, le déshonneur de la défaite, ou encore le déshonneur de la trahison. Ça aussi, c'est un élément important. Le mène généralement au suicide rituel, ce qu'on appelle le seppuku, ou encore nous autres, les Occidentaux, on a tendance à appeler ça le harakiri. Là. Mais c'est pas la même chose. Là, tu te donnes la mort d'une manière rituelle avec, en suivant un certain code. On va utiliser ça dans la propagande japonaise pour inciter les pilotes à accepter d'être des kamikazes. Par exemple, quand on peut le faire, parce qu'on ne peut pas toujours, mais lorsque dans les 24 heures qui précèdent la mission, il y a tout le même rituel qu'on retrouvait chez les samouraïs. C'est-à-dire qu'on coupe une mèche de cheveux pour envoyer à la famille. On compose un poème qu'on va envoyer à la famille. On prend un bol de saké avant de monter dans l'avion. Tout ça, ça s'appelle le dernier saké avant de mourir. La fleur de cerisier qu'on voyait tantôt là, sur l'avion fusée, donc la fleur de cerisier aussi, c'est associé à la culture des samouraïs. Donc, le bandeau. En rapport aussi, oui. Oui, tout à fait. Et tout ça, c'est tous des éléments culturels pour rappeler cette idée-là, si tu veux, puis leur donner une espèce de vernis de légitimité. Mais le Bushido ne prévoit pas les attaques kamikazes. C'est pas quelque chose qui... c'est ça, exactement. Tu sais, je trouve ça quand même intéressant parce que le Bushido puis l'ère des samouraïs a relativement pris fin avec l'ère Meiji presque 100 ans avant. Fait que je ne veux pas, c'est quasiment selon la tradition, parce qu'on est 80 ans plus tard. Puis finalement, on fait encore appel aux traditions de nos ancêtres samouraïs, leur sacrifice, on vous encourage à faire le même sacrifice, grosso modo. Ouais. La culture, y compris la culture militaire, la culture stratégique, c'est pas quelque chose dont on se débarrasse facilement. Même ça a tendance à ressurgir. Là, mais c'est vrai pour tous les aspects de la culture d'un peuple. Ça demeure quand même dans l'imaginaire collectif. Mais il faut dire que la plupart des jeunes gens qu'on va envoyer, plus ou moins jeunes, en fait, qu'on va envoyer à la mort comme ça, oui, il y a une dimension que je dirais culturelle ou si tu veux, le background culturel dans lequel tu es peut te permettre, disons, plus facilement peut-être d'accepter ou de prendre cette décision-là. Mais je pense que les facteurs les plus importants, ça devait être des pressions sociales. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette idée d'honneur ou d'éviter le déshonneur, mais il y a d'une part cette idée aussi que si tous tes camarades l'ont fait, pourquoi toi tu ne l'as pas fait? Donc, il y a une dimension de pression sociale qui est énorme. Ajouter un autre, c'est que je pense que pour les Japonais de 1945, la terreur des Américains, elle est bel et bien réelle. C'est-à-dire qu'on a l'impression que si les Américains parviennent à prendre pied sur le Japon, c'est la fin de la civilisation japonaise, que les Américains vont tout détruire, ils vont tuer la famille de ces gens-là. En fait, les femmes vont être violées systématiquement. Il y a plein d'histoires d'horreur qui sortent pour démoniser les Américains. Il y a plein de préjugés à l'égard des Américains, tout comme les Américains ont plein de préjugés à l'égard des Japonais. Et cette peur de voir les Américains débarquer, elle est bel et bien réelle. Et c'est que d'une certaine manière, les Américains vont alimenter ça eux-mêmes parce que à partir de février 1945, les Américains bombardent déjà le Japon depuis juin 1944. Il y a déjà des bombardiers à long rayon d'action qui vont attaquer des cibles au Japon. Mais en février 1945, le commandement de l'aviation américaine prend la décision que, vu qu'on a beaucoup de difficultés à cibler des cibles précises, c'est-à-dire des usines d'armement, des usines d'avions, des réserves pétrolières, des trucs comme ça, au lieu de s'attaquer à des cibles très difficiles à atteindre, on va plutôt complètement brûler les villes japonaises. C'est-à-dire que là, au lieu, on va faire des bombardements sur des grandes surfaces, sur les villes japonaises, comme on va commencer à le faire en Allemagne aussi à peu près à ce moment-là, c'est-à-dire comme les Britanniques et les Américains rasaient les villes allemandes, les Américains décident de faire la même chose avec les villes japonaises. Ils vont raser les villes japonaises qui sont encore plus vulnérables que les villes allemandes à la même époque parce que, d'une part, les villes japonaises sont souvent construites en bois.
Les maisons sont construites en bois, puis pas parce qu'ils n'ont pas d'autres matériaux, c'est parce que le Japon, c'est un endroit qui est très sensible au tremblement de terre. Ouais. Puis le bois résiste beaucoup mieux que la brique, par exemple, à des tremblements de terre. Mais quand tu mets des bombes incendiaires ou des tapis de bombes incendiaires là-dedans, ça donne des résultats que tu as 80 000 ou 100 000 personnes qui meurent à Tokyo dans un seul raid. L'exemple de Tokyo, on pense, quand on parle de destruction américaine au Japon, on pense bien entendu aux 2 bombardements nucléaire, mais Tokyo mangeait à la claque pendant la Deuxième Guerre mondiale. En fait, dans ce seul bombardement-là, on ne pourra jamais le savoir, naturellement. Mais il y a probablement eu plus de civils japonais tués durant le bombardement, je pense, de mars 1945 à Tokyo qu'à Hiroshima. En termes de victimes, de victimes humaines. Ouais. OK. Cette image-là qui est là depuis quand même un petit bout, tantôt on parlait de culture et de fierté, d'honneur, etc. Alors, vous voyez la haie d'honneur qui disait au revoir, qui disait au revoir aux kamikazes qui s'en allaient se faire écraser sur un porte-avions. Alors, pour l'auditoire qui ne nous voit pas, c'est un avion donc qui s'apprête visiblement, manifestement à décoller. Et vous avez une haie de jeunes filles avec des fleurs, probablement des fleurs de cerisier, qui saluent le pilote qui s'apprête à partir en mission kamikaze. Oh, on sait maintenant c'est qui le Facebook user de la soirée. C'était Jess Lacayenne. Alors, on te salue, ma chère Jess. Alors, merci de nous écouter. Salut, Jess. Qui dit c'est épouvantable. J'espère qu'il n'y aura jamais une troisième guerre. Imagine les moyens. Avec les moyens qu'on a aujourd'hui, comment ça serait destructeur. Je l'espère pas non plus, ma chère. François Brassard qui demandait est-ce que les Japonais auraient eu plus de chance dans des combats aériens plus, on va dire, traditionnels, ou bien c'était vraiment. C'est le dernier moyen qu'on a, c'était ça ou rien. Écoute, on ne saura jamais, là, mais probablement que non, parce que les raisons qui amènent justement les Japonais à utiliser cette stratégie-là, c'est manque d'avions et surtout manque de pilotes. Donc, par des moyens traditionnels, ça devient plus ça va, plus ça devient difficile. Et l'industrie japonaise, encore beaucoup moins que l'industrie allemande, est capable de compétitionner avec les Américains. En fait, l'amiral Yamato, qui est un des amiraux japonais de la Deuxième Guerre mondiale, qui connaissaient très bien les États-Unis, avait dit, quand les Japonais ont décidé d'attaquer les États-Unis en décembre 1941, l'amiral Yamato a dit, on peut avoir des victoires pendant 6 mois. Après 6 mois, il va être trop tard parce que l'industrie américaine va embarquer. Puis là, on va... C'est presque ça qui est arrivé. Tout à fait. À partir de Midway, après ça a été quasiment que des défaites pour les Japonais dans le Pacifique. Et l'industrie japonaise n'est pas capable de faire l'effort de compétitionner avec l'industrie américaine, notamment l'industrie aéronautique japonaise. Elle est très décentralisée, elle est très artisanale encore comparée à ce qu'on va trouver dans la plupart des pays occidentaux. En fait, le talon d'Achille des Japonais il est plutôt là, même si l'industrie aéronautique japonaise, somme toute, elle est étonnante là, pour l'époque, mais en termes de taille et de technique utilisée, elle n'est pas capable de rivaliser avec celle des Américains. Donc, pour répondre à ta question, François, je pense que du moment où, effectivement, la machine de guerre américaine s'est vraiment mis à produire, kamikaze, pas kamikaze, le résultat aurait probablement été le même. Est-ce que le président Harry Truman, donc, qui est président des États-Unis à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, va justifier l'utilisation de la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki en disant notamment que on ne peut pas débarquer au Japon, que les Japonais ça va se transformer en un peuple kamikaze et qui va coûter la vie à 1 million d'Américains pour forcer la capitulation. Donc, mieux vaut utiliser la bombe atomique. Mais, la peur des Américains à l'égard des kamikazes va être utilisée pour justifier l'utilisation de la bombe nucléaire. On le voit notamment dans le film Oppenheimer. Olivier, est-ce que tu l'as vu, le film Oppenheimer, toi? Certainement, le premier jour qui est sorti au cinéma à Rouen. Pour vrai? Oui, moi, je l'attendais. Là. On était dans la même salle, coudonc, j'étais avec Joe Saint-Prof d'Isle-Pierre. Je suis allé le voir en anglais, puis j'ai vu Joe quand il est allé le voir en anglais aussi. Okay. Comment tu as trouvé ça? J'ai adoré. C'est bon, hein? Puis, ouais, j'ai vraiment aimé justement l'élément où, il était comme pas sûr s'il allait partir une chaîne de réaction dans l'atmosphère.
Puis finalement, ben, tu sais, Oppenheimer, il dit, ben, je pense que je l'ai fait, tu sais, avec toutes les conséquences de la bombe atomique, là, mais non, j'ai trouvé ça très bon. Puis tu sais aussi, le peu de remords que Truman y avait dans le film, je sais pas si c'est vraiment 100% basé sur des faits réels, mais tu sais, quand il rencontre Oppenheimer puis qu'il dit comme sortez-moi ce pleurnichard d'ici, là, ça voulant dire comme OK, il n'y a aucun remords d'avoir largué 2 bombes atomiques, là, tu sais. Mais dites-vous que pour les gens de l'époque, l'utilisation de l'arme nucléaire, c'est juste une grosse bombe. Y a pas, et je vous disais tantôt, les bombardements, que ce soit sur l'Allemagne ou que ce soit sur les villes japonaises, et qui visent explicitement les civils, parce que c'est clairement l'objectif là, à cette phase-là de la guerre, ils ne sont pas liés mieux là, en termes moraux. Sauf que la bombe atomique a ce potentiel de pouvoir détruire l'humanité, ce qui est un peu plus difficile quand vous faites ça à coup de B-29, une bombe conventionnelle. Là. Exact. Mais dans le film, là, la scène avec Harry Truman qui est joué par comment il s'appelle déjà? Gary Oldman. Gary Oldman, ouais. Écoute, quand Oppenheimer dit je sens, Monsieur le Président, que j'ai du sang sur les mains, il sort son mouchoir de veston, essuie-le. Non, j'en revenais pas. Je sais pas si c'est vrai, là, cette scène-là, si vraiment Truman a fait ça, mais comme tu as dit, Stéphane, ça montre comment je dirais ça, le manque de sensibilité qu'on avait dans ce temps-là. Comme tu dis, c'était juste une grosse bombe. Nouvelle bombe. Tout ça. Une nouvelle bombe, puis on l'a eu, tu sais. Exact. Et pour répondre à l'autre question de François aussi, est-ce que ça n'a pas été à l'avantage japonais? Non, effectivement. Ça n'a pas changé grand-chose dans le cours de la guerre. Ça a un impact essentiellement psychologique sur les Américains. C'est une arme de terreur plus qu'une arme très efficace sur le plan matériel qui va marquer profondément les Américains, là, comme je le disais tantôt à propos de la bombe. Et la dernière question de François qui vient d'écrire, je vais la lire, mais on pourrait faire un épisode là-dessus, justement. Pourquoi que les Japonais ont attaqué Pearl Harbor? Ça remonte à avant la Deuxième Guerre mondiale, là, ce conflit entre les Américains et puis le Japon. Mais en gros, on peut parler d'un embargo pétrolier, on peut... l'ensemble de sanctions économiques. Des sanctions économiques, exactement. Parce que avant, excusez-moi, des relents de COVID, mais avant la Deuxième Guerre mondiale, il faut penser que le Japon, qui avait envahi la Mandchourie, était en guerre contre la Chine. C'est un gros événement qu'on ne parle pas beaucoup, mais le Japon, avant la Deuxième Guerre mondiale, faisait du dommage. C'était un sujet que je voulais amener, mais je ne sais pas si on va le faire dans un épisode conventionnel. Peut-être un Historiarum plus court. Mais les Japonais ont fait beaucoup de dégâts, on va dire de dégâts humains là, en Mandchourie. Ouais, en Mandchourie. En Mandchourie, en fait, mais en Chine continentale aussi. Là, le massacre de Nanking et de Nanking, etc. Ils voulaient faire un nouvel État, une espèce d'État fantoche, le Manchukuo. Où est-ce que c'est ça? Ce serait un État fantoche, dans le fond, dirigé de side par les Japonais, qui étaient, dans le fond, en Mandchourie. Mais j'en ai parlé, Olivier, mais l'unité 731, j'aimerais beaucoup faire un historiarum là-dessus. Pour ceux qui se demandent c'est quoi les historiarums, c'est dans le fond des épisodes seulement pour les membres Patreon. Et puis je me suis rendu compte dernièrement que ça fait au-dessus d'1 an que j'en ai pas fait. Alors, ça serait peut-être un sujet d'historiarum, un petit 20-25 minutes pour parler de l'unité 731. Qui n'a rien à envier au camp de la mort que tu nous as parlé l'année dernière, mon cher Olivier. Oui, quand j'ai fait mes recherches là-dessus, j'ai même été impressionné de ne pas l'avoir découvert avant. T'es allé lire sur le sujet? Oui, ça m'intriguait justement, l'unité 731, puis quand je suis tombé là-dessus, j'étais comme, ben voyons donc. C'est complètement... C'est ça, on entend vraiment parler des camps de la mort puis tout, mais tu sais, je veux pas, c'était quasiment la même chose, puis on n'en entend pas en tout parler. Les victimes étaient moins des Occidentaux, déjà. C'est ça. C'était plus en Asie aussi. C'était pas des Occidentaux, oui. Ben, je comparais ça un peu à une espèce de Auschwitz puissance 4. Là. Joseph Mengele, il aurait rencontré le médecin japonais qui faisait des expériences. Je pense qu'il aurait tellement eu peur, Mengele, qu'il aurait changé de trottoir en le rencontrant. Ça va jusque-là. Alors, si vous voulez entendre cette histoire-là, soit que vous allez sur les interwebs, comme on dit, pour vous informer, ou bien vous devenez membre Patreon, parce que bientôt, je veux faire un historiarum là-dessus. Si ça vous tente de vous joindre à moi, vous serez les bienvenus. Je vais parler de cette unité 731. Les gars, je crois qu'on va terminer ça là pour ce soir.
Professeur Roussel, merci beaucoup. Ben, ça me fait grand plaisir. Merci de m'accueillir toujours. Merci de me donner l'occasion de faire ces trucs-là. Et puis, merci pour le travail que vous avez fait, professeur Roussel. Les notes que vous m'avez envoyées. Ça a été très apprécié. Parce qu'il y a vraiment du stock là-dedans. Écoute, comme je t'ai dit, Stéphane, avant de commencer à enregistrer, il va falloir que tu écrives un nouveau livre avec tous les textes, les notes que tu fais, ou bien nous les partager dans le prochain tome, qui sait, de faire des hommes scripta, ça serait vraiment cool. Ça va me faire plaisir. Ben, j'adore ça, faire ça. Vous le savez, j'adore ça. Oui, et puis c'est toujours un plaisir de te parler, mon cher Stéphane, tu sais. Merci encore à toi pour cette délicieuse soirée de Sur la Terre. Merci à l'auditoire aussi. Oui. Alors, merci aux membres Patreon qui étaient là. Pour ceux qui écoutent l'épisode en podcast, sûrement que vous n'avez pas vu que nous étions live sur la page Facebook de Sur la Terre des Hommes. Eh bien, c'est voulu. On est de plus en plus avec nos membres Patreon qui donnent un peu de leur denier par mois pour Sur la Terre des Hommes. Alors, voilà, on fait des lives plus avec eux. Alors, pour ne pas manquer un seul épisode, un seul enregistrement, c'est bien facile. Devenez membre Patreon au patreon.com/STDH. Et puis, vous aurez la chance de poser des questions comme François Brassard qui est en train d'acheter ma rue. Et alors, François Brassard qui dit merci, messieurs. Merci, Stéphane. Très intéressant. Facebook User qui dit merci beaucoup. Alors, c'est un peu trop tard pour dire connecte-toi à StreamYard dans Facebook. Alors, voilà. Mon cher Olivier, merci beaucoup de t'être prêt à l'exercice ce soir. Ben, merci encore de l'invitation. Ouais. Encore beaucoup de plaisir à discuter avec vous et avec l'auditoire aussi. Là, c'est un grand plaisir. Oui, puis c'était vraiment intéressant. Puis je t'invite, Olivier, vraiment. Puis je sais que tu es en début d'année, toi aussi. C'est ta première année. Je me souviens de moi, ma première année, comment j'étais anxieux, stressé. Mais si tu as le temps de passer une soirée par semaine avec nous, tu es toujours le bienvenu, mon cher. Merci beaucoup, j'apprécie. Yes. Alors, merci à toi. Merci aux membres Patreon qui étaient là avec nous ce soir. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, si vous n'êtes pas abonné à Sur la Terre des Hommes, peut-être que vous écoutez un épisode comme ça, aléatoire, eh bien, abonnez-vous. On est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et aussi les versions vidéo sur YouTube Sur la Terre des Hommes podcast. Merci à nos patrons. Je me suis rendu compte que je chillais en parlant. J'ai encore un relais. Merci à nos membres Patreon, les curieux, stagiaires, historiens, érudits, dont François Brassard fait partie. Merci, mon cher François. Nos deux orateurs, Construction Rivard, Construction avec un S, Rivard de Rwanda, et puis le miel Habitémis, le meilleur miel sûrement au Japon. Dans ce cas-là. C'est vrai qu'on enduisait les carlingues des zéros avec du miel pour que ce soit plus aérodynamique. C'était ça, les réservoirs auto-obturants que je te disais, c'est ça. Le miel solidifié, oui. C'était du miel Habitémis, voilà. Alors, je vous invite aussi à rejoindre la page Facebook de Sur la Terre des Hommes podcast et Sur la Terre des Hommes, la communauté, pour venir discuter avec nous. Allez visiter notre site web si vous voulez écouter tous les épisodes de Sur la Terre des Hommes, comme le premier épisode 1, où est-ce que je m'enregistre avec mon cell. Il est là. Alors, sur le site web, dans le fond, ça va vous rediriger sur Balado Québec. Alors, sur la terre des hommes podcast.ca. Merci pour terminer à Touski TV de diffuser nos épisodes le dimanche en début de soirée vers 18h30. Alors, je dis bonjour aux gens du futur sur Touski TV. Juste avant le jour du Seigneur et le crachoir. L'écoutes-tu le jour du Seigneur avec Frank? Oui, hey, c'est mourant. Il me fait mourir. Pour ceux qui ne savent pas, ça se moque un peu des extrémistes religieux, là, disons, on va dire ça. Les preachers américains, mais là, c'est Frank Pocket qui fait son preacher québécois. Écoutez, c'est vraiment mourant. Allez écouter ça, c'est sur Touski. Est-ce que c'est avant nous sur Touski TV? Après, nous, on est juste avant. OK, Fait que nous autres, à 18h30. Fait que vers 19h30, 20h, il y a le jour du Seigneur. Mais quand on dit le Seigneur, c'est pas Jésus, c'est vraiment comme saigné, là, tu sais, vraiment du sang. C'est vraiment bon. Alors, le jour du Seigneur, allez écouter ça. Puis après ça, ben, c'est le célébrissime crachoir, l'indémodable crachoir. À peu près vers quoi? 20h30? Je ramasse autour de 8h. À peu près 20h, parfait. Ouais, alors, voilà, c'était... OK, Charles-André Villemer, qui était Facebook user. Alors, oui, on te voit, mon cher Charles-André. Salut, Charles-André.
C'est la fin de l'épisode. Je salue Charles-André et puis je vous salue tous et toutes. Et puis, on se revoit la semaine prochaine pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.